Alors la gravité de la situation sociale qui est résultée de cette destruction des échanges entre les générations traditionnelles va contraindre l'État à intervenir pour essayer de sauver telle ou telle catégorie de la population et surtout de prendre en charge lui-même une partie de cet échange entre les générations. Alors, la difficulté avec cette intervention de l'État, c'est qu'elle s'est faite en ordre dispersé, et c'est que d'autre part n'est jamais apparu clairement le fondamental, celui sur lequel dont on vient de parler, qui est le problème de l'échange entre les générations. Alors, elle s'est faite en ordre dispersé, cette intervention de l'État. Elle s'est faite d'abord par une collectivisation de l'investissement dans les enfants. Vous avez vu que c'était devenu trop cher. Donc, progressivement, l'État va collectiviser une partie de cet investissement dans la nouvelle génération. La première phase de collectivisation, c'est la mise en place progressive d'une éducation gratuite. Donc vous avez les lois Guizot de 1833, puis les lois Ferry de 1881 et 82, où progressivement l'État va prendre en charge cet échange entre les générations. D'ailleurs, ça n'est pas tout à fait terminé, puisque ce n'est qu'en 1930 que l'enseignement secondaire devient gratuit. Ce n'est qu'en 1959 que l'obligation scolaire s'allonge jusqu'à 16 ans. Et les derniers éléments, c'est ce qu'on voit dans les années 80-90 et encore maintenant, qui consiste à prendre en charge les livres scolaires et un certain nombre de matériels scolaires. Donc cet investissement se fait d'abord sur le secteur de l'éducation et puis il va se faire ensuite sur le secteur de ce que j'appelle le beefsteak, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il ne suffit pas que l'éducation soit gratuite, il faut aussi qu'on participe à l'entretien matériel des enfants qui est devenu trop coûteux pour les familles, et ce sont entre 1932 et 1945 la mise en place progressive des allocations familiales telles qu'elles existent aujourd'hui, donc sur une base de volontariat en 1932 avec les fameuses caisses de compensation que les entrepreneurs chrétiens vont mettre en place pour permettre à leurs salariés qui ont de nombreux enfants de ne pas vivre trop misérablement, jusqu'à la nationalisation et le caractère obligatoire de ces caisses de compensation qui va intervenir progressivement entre 1939 et 1945. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que, et ça explique en grande partie les différences d'appréciation entre le monde des associations familiales et le monde des syndicats, que cette mise en place des allocations familiales a été aussi, n'était pas qu'un geste généreux de la part des entrepreneurs, des employeurs, c'était aussi une façon de ne pas augmenter les rémunérations de tout le monde, mais d'augmenter simplement les rémunérations de certains. Donc il disait, certes, avec la même somme, mettons de 12 francs par mois, un célibataire peut vivre à peu près correctement, mais clairement, ça n'est pas possible pour une famille nombreuse, donc je ne vais pas augmenter tout le monde pour donner un salaire décent à tout le monde, je vais augmenter simplement ceux qui sont pères et mères de famille. Naturellement, ça ne pouvait que déplaire et casser le mouvement social des syndicats qui, eux, considéraient que le salaire qui était versé aux salariés était tout à fait insuffisant. Donc voilà, dans un premier temps, la mise en place de la collectivisation partielle de l'investissement dans les enfants.